Quelle est selon vous l'organisation financière la plus puissante du monde? Je vous aide, ça n'est pas le trio BlackRock, Vanguard, State Street, ni le groupe des Magnificent Seven, ni la Banque fédérale américaine, ni la Banque mondiale, et ce n'est pas non plus le FMI. Et non, ce n'est pas Bill Gates, ni Davos, ni Bilderberg, ni le roi d'Angleterre, ni le Vatican. C'est une institution internationale basée en Suisse et fondée il y a presque 100 ans, la Banque des règlements internationaux, ou BRI. C'est la banque centrale des banques centrales, l'organisation financière la plus puissante, mais aussi la plus discrète au monde. Quand ses membres se réunissent, pas de journalistes et pas d'enregistrement, pas de compte rendu et, de toute façon, pas de compte à rendre. Depuis sa création, la BRI est au-dessus de tout, y compris des lois. Elle a souvent été critiquée pour son impunité, pour son opacité, pour ses mauvais choix, pour avoir soutenu le régime nazi pendant la guerre. Critiquer aussi sa nature, celle d'une société anonyme menée par un conseil réduit de personnalités non élues qui décide de l'avenir de la finance mondiale à huis clos. Alors évidemment, il y a de quoi attiser toutes les imaginations. La BRI fait l'objet de nombreuses théories, parfois farfelues, mais elle provoque aussi régulièrement des débats plus sérieux. Et comme elle est aussi au programme des cursus économiques de toutes les facs du monde, aujourd'hui, je vais faire les présentations. Je vais vous montrer qui dirige la Banque des règlements internationaux, quels sont vraiment ses pouvoirs, mais surtout ce qui se passe vraiment tous les 2 mois quand 19 personnes non élues se réunissent pour décider des règles que même BlackRock doit respecter. Mais avant de commencer, je voudrais vous parler d'une opportunité exceptionnelle pour tous les entrepreneurs et chefs d'entreprise de l'audience. Une des grandes difficultés d'entreprendre en Europe par rapport aux États-Unis, c'est la difficulté de lever des fonds. Devoir monter un dossier de 1500 pages devant une banquière qui ne comprend pas ce que vous faites et qui vous demandera en garantie votre RP, un rein et même votre chihuahua. Outre-Atlantique, les entreprises américaines investissent chaque année près de 40% de plus en R&D et en capital que leurs homologues européennes, créant un fossé de croissance énorme qui plombe la compétitivité de notre continent. Mais Money Radar vous a dégoté la solution. Via notre partenaire Start Engine, la plateforme leader du crowdfunding d'actions aux États-Unis, vous pouvez enfin lever des fonds non pas auprès d'un seul banquier sceptique, mais directement auprès de milliers d'investisseurs particuliers qui croient en votre vision. C'est l'opportunité de transformer votre entreprise et de lever jusqu'à 5 millions de dollars avec une flexibilité que le système traditionnel ne vous offrira jamais. Ne laissez plus le manque de capitaux freiner vos ambitions. Remplissez le formulaire en description avec les informations sur votre projet et votre entreprise et nous vous mettrons directement en contact avec Start Engine. Contrairement à ce que raconte sa sombre légende, la BRI est née en plein jour, en 1930, au cœur d'une Europe encore traumatisée par la Première Guerre mondiale. Elle a été créée pour remplir une mission très simple sur le papier, gérer les paiements de la dette de guerre allemande, définie par, souvenez-vous de vos cours d'histoire, le traité de Versailles. Très vite, elle dépasse sa fonction initiale. Conçue comme un sanctuaire financier, la BRI devient un cercle fermé. Les grands banquiers centraux du monde peuvent se parler discrètement, à l'abri des gouvernements et des tensions politiques. Dès le départ, on lui accorde une immunité totale. Bâtiments inviolables, archives intouchables, personnel protégé, et puis son histoire bascule en 1939. L'Europe entre encore en guerre, les gouvernements s'effondrent et la BRI continue de fonctionner comme si de rien n'était. Et en mars, l'impossible se produit, elle transfère aux nazis l'or volé de la Banque nationale tchèque. Pendant toute la guerre, son président, l'Américain Thomas McKittrick, garde le contact avec la Reichsbank. Les archives montrent qu'en 1943, la majorité des revenus de la BRI provient directement de l'or allemand, dont une partie a été fondue après avoir été pillé un peu partout en Europe. Les États-Unis le prennent plus mal que partout ailleurs. Pendant que les soldats combattent Hitler, un banquier américain continue de gérer les affaires d'une institution qui coopère financièrement avec le régime nazi. En 1944, à Bretton Woods, les États alliés décident qu'une banque internationale ayant travaillé avec l'Allemagne ne peut pas survivre à la guerre. Un vote scelle officiellement sa dissolution. Sur le moment, c'est plié, la BRI doit disparaître. Et pourtant, elle ne disparaît pas. Grâce à un intense lobbying de plusieurs banquiers centraux, la décision est finalement enterrée. L'institution traverse la tempête, intacte, et en 1948, elle est graciée par Harry Truman et reprend tranquillement ses activités. Quant à McKittrick, ne vous inquiétez pas pour lui, il a retrouvé une place de choix dans la haute finance américaine, à la Chase National Bank, et il finira à la Banque internationale pour la reconstruction en Inde. Cette histoire laisse une impression tenace. Dès sa naissance, les membres de la BRI semblent protégés d'une manière que peu d'institutions au monde peuvent revendiquer. Intouchables dans les années 30, indestructibles après la guerre malgré des décisions en opposition avec le reste du monde. La BRI d'aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir avec l'institution trouble de ses débuts, mais elle a gardé un élément qui fait sa légende. Elle travaille toujours à l'abri des regards.
À Bâle, son siège est une tour de verre ultra protégée, mais paradoxalement très exposée, qui se dresse près d'une gare dans un paysage urbain. Elle fait partie des symboles architecturaux de la ville et abrite plusieurs institutions mondiales comme le Comité des marchés, le Conseil de stabilité financière ou le Comité de Bâle. Elle emploie 600 personnes dans 60 pays et dispose d'un budget de 411 millions d'euros en 2024. Elle a même son propre tribunal qui doit toujours être présidé par un Américain. Tous les 2 mois, les 19 banquiers centraux les plus importants du monde se retrouvent au 18e étage dans la salle E. Ils parlent entre eux, sans témoins, sans caméra, sans obligation de rendre des comptes, en partageant des informations que personne d'autre ne connaît encore. On y croise des économistes de formation comme Jerome Powell aux États-Unis, Christine Lagarde en Europe ou Pan Gongsheng pour la Chine, des ex-banquiers du privé comme François Villeroy de Gallo pour la France, des énarques, des doctorants, des professeurs, des anciens du FMI, de la BCE ou de l'OCDE, que des cerveaux exceptionnels avec des CV longs comme le bras. Officiellement, ce sont des réunions techniques et dans les faits, c'est un espace où les décisions peuvent se prendre avant même d'être discutées individuellement dans chaque pays. Après 1h30 de réunion, vient l'heure du dîner, aussi informelle qu'interminable. C'est là qu'ont lieu les vrais échanges, des discussions chaleureuses qui durent jusque tard dans la nuit, mais qui orientent souvent des choix monétaires majeurs, les taux d'intérêt, la gestion des crises ou la stabilité financière. Personne n'enregistre, personne ne prend de notes destinées au public. Ce qui se dit là-haut reste là-haut. Le pouvoir le plus concret de la BRI, c'est de fabriquer des règles bancaires mondiales. Vous avez déjà entendu parler des fameux accords de Bâle ou peut-être du ratio Cook. Sous leurs intitulés mystérieux, ils dictent la quantité de capital qu'une banque doit garder sous le coude pour résister aux crises, la façon dont elle doit mesurer ses risques et même sa capacité à prêter. Un changement dans ces règles peut accélérer l'économie ou la mettre à terre. À l'échelle d'un pays, ça transforme la vie des entreprises et des particuliers et à l'échelle mondiale, toute la planète est touchée. Comprendre comment ces règles bancaires mondiales impactent votre épargne, vos crédits et vos investissements, c'est essentiel pour prendre les bonnes décisions financières. D'ailleurs, c'est pour ça que 48 000 personnes reçoivent déjà notre newsletter gratuite chaque mardi. On y décrypte les marchés, on analyse une action en détail et on vous explique concrètement comment les décisions de ces institutions financières affectent votre argent. Pour rejoindre la communauté, l'inscription est gratuite, le lien est en description. La BRI, c'est tout avant tout le monde parce qu'elle reçoit en avant-première toutes les données des banques centrales. Les chiffres sur la dette mondiale, les dérivés, les marchés d'échange, les risques systémiques, tout. Elle les agrège, les analyse et détecte les faiblesses. Quand un problème se prépare quelque part, elle est souvent la première à le voir, un avantage lié à une position unique dans le système financier mondial. Ainsi, elle est placée au-dessus de tout. C'est un grand œil qui surveille la plaine. Et il n'y a personne au-dessus. Immunité totale. La BRI ne peut pas être auditée contre sa volonté, elle a son propre service d'audit, ses archives sont protégées et ses dirigeants bénéficient de privilèges diplomatiques. Légalement, c'est limite. Mais ça passe, c'est prévu par ses statuts signés à La Haye le 20 janvier 1930 et c'est ce qui a permis les dérives avec les nazis pendant la guerre. Ça renforce le côté hors norme de l'organisation qui dicte pourtant les règles du jeu financier mondial et demande aux autres de faire ce qu'elle dit, mais pas ce qu'elle fait. Alors, pas besoin d'alimenter de fantasmes autour de la BRI, son fonctionnement seul suffit à nourrir beaucoup d'interrogations. Elle a attiré l'attention des médias spécialisés en 2000 quand elle a décidé de racheter ses propres actions aux actionnaires privés à un prix très bas, 16 000 francs suisses. À l'époque, plusieurs d'entre eux ont contesté l'opération en justice et la BRI a fini par payer 25 000 francs suisses. Ça reste un épisode embarrassant pour une institution au sommet de la technocratie financière qui recommande aux banques une transparence exemplaire. Mais je veux vous venir. Vous vous demandez tous comment une institution au-dessus des banques centrales peut avoir des actionnaires privés. C'est l'une des bizarreries de la BRI. Juridiquement, c'est une société anonyme de droit suisse créée en 1930 avec des actions pour attirer des capitaux initiaux. À l'époque, c'était pragmatique. Des banques commerciales et même des investisseurs privés pouvaient détenir des parts, environ 14% des actions dans les années 90. Mais contrairement à une vraie entreprise, la BRI ne travaille qu'avec les banques centrales et ne cherche pas le profit. Le rachat de 2000, c'était justement pour éliminer cette ambiguïté, mettre fin à toute influence privée et réserver la propriété aux seules banques centrales. Aujourd'hui, la BRI est 100% détenue par 63 banques centrales et cette forme juridique commerciale reste, vestige d'une autre époque qui alimente la confusion. Bien sûr, ça n'en fait pas pour autant une organisation malveillante, mais l'absence de transparence est plus problématique et son mode de gouvernance déséquilibré aussi. Les décisions sont prises par un cercle restreint de pays riches et laissent de côté la majorité du monde. Les pays émergents sont présents, bien sûr, mais surtout pour écouter, rarement pour orienter. 50% des parts de la BRI appartiennent à seulement 6 pays, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, les États-Unis, la France, l'Italie et la Belgique. Et ils ne sont que 19 ou 20 représentants de banques centrales sur 63 participants. Je précise que la Russie est exclue depuis 2022. À l'heure où les économies du Sud pèsent de plus en plus lourd, cette concentration du pouvoir paraît de moins en moins tenable. La BRI n'est pas une organisation démocratique, mais elle ne prétend pas l'être. C'est un vestige de la reconstruction de l'Europe. C'est la plus ancienne institution financière internationale. Elle présente une image décalée qui alimente l'idée d'une vieille élite financière seule à décider de l'ordre du monde. Le livre Tower of Basel, par exemple, dresse le portrait d'une institution presque ésotérique, une sorte de sanctuaire pour banquiers centraux qui contrôlerait secrètement l'économie mondiale.
Comme le Da Vinci Code avant lui, le récit mélange des faits historiques, des suppositions et des extrapolations spectaculaires. Il s'appuie sur des éléments réels comme l'histoire trouble des années 1930, l'immunité juridique ou la confidentialité totale, et glisse vers l'idée d'un pouvoir mondial unique, organisé et surtout caché. Une idée qui caresse notre imaginaire, mais qui résiste mal aux faits. La BRI influence, elle ne commande pas. Et rien ne prouve qu'elle orchestre les crises ou manipule les gouvernements. En revanche, ce qui est vrai, c'est que son culte de la discrétion laisse un vide que les narrations les plus spectaculaires remplissent avec enthousiasme. Cela mis de côté, il reste des débats tout à fait sérieux. Par exemple, le rôle des règles comptables dans la crise de 2008. Le FMI et d'autres observateurs estiment que les normes comptables et les exigences trop strictes imposées aux banques ont amplifié la crise en les forçant à réduire brutalement leur bilan au pire moment. Coïncidence ou sabotage volontaire? Le débat n'est pas tranché, mais il montre qu'en ce qui concerne la BRI, la moindre décision technique peut avoir des effets systémiques. On reproche aussi à la BRI une forme de vision du monde très technocratique. L'idée que l'économie doit être pilotée par des experts indépendants loin du tumulte politique. Et puis, il y a ce futur outil des banques centrales qui inquiète autant qu'il fascine, les monnaies numériques. Les CBDC. C'est l'un des grands chantiers actuels de la BRI via son hub d'innovation. Sur le papier, c'est une modernisation logique, 1 euro ou 1 dollar capable de circuler plus vite, plus facilement et moins cher. Mais sous la couche marketing et les arguments de confort et de sécurité, il reste un fait. Une monnaie numérique entièrement émise et suivie par des banques centrales leur donne tout pouvoir sur les transactions. On ne parle pas de théorie du complot, mais de possibilités techniques. L'argent devient programmable, il est traçable, on peut le bloquer en un clic, et du même clic, on peut encourager à le dépenser et à l'épargner. C'est un outil puissant pour orienter les comportements, capable de surveiller les flux et de limiter certaines dépenses. La BRI n'est pas une force obscure cachée dans l'ombre, mais une institution avec de vrais pouvoirs, de vraies responsabilités et beaucoup d'angles morts. Une entité qui peut faire beaucoup, mais autant de bien que de mal, et qui laisse le doute planer en permanence. Il faut la regarder sans naïveté, mais sans fantasmer non plus. C'est un laboratoire de stabilité financière, un lieu où les banques centrales coordonnent leurs actions dans un monde hyper connecté. Elles publient des analyses souvent en avance sur les crises, poussent les banques à se renforcer et harmonisent les règles pour éviter que les erreurs d'un pays ne contaminent tout le système. Depuis les années 90, cette approche a eu un impact réel. Les banques sont mieux capitalisées, les risques sont mieux identifiés et malgré les crises, le système tient debout. Mais ces progrès n'effacent pas tout. On peut reconnaître son rôle stabilisateur tout en admettant que son fonctionnement opaque entretient un sentiment de distance qui amène à la méfiance. On peut la voir comme un gigantesque outil manipulé par les plus grands experts de la finance globale qui travaillent pour éviter qu'elle ne s'effondre. Mais on peut aussi s'inquiéter sur le fait que ces 20 experts non élus pèsent autant sur le destin de plus de 8 milliards de personnes sans aucun garde-fou et sans rien pour les empêcher de prendre de mauvaises décisions. Si vous avez envie de voir concrètement à quoi ressemble une partie du travail de la BRI, foncez lire le dernier rapport trimestriel, je mets le lien dans le descriptif. 92 pages d'alerte sur les caractéristiques de bulles financières qui se forment sur la tech ou l'or, dont les prix explosent simultanément depuis 2 ans. La BRI souligne une hausse de plus de 150% de l'or depuis 2022, environ 60% sur la seule année 2025, couplée à une forte hausse des actions américaines, largement portée par les flux des investisseurs particuliers et des ETF. Mais vous y apprendrez aussi que certains travaux estiment que les valeurs élevées sur les bourses ne sont pas clairement irrationnelles par rapport aux fondamentaux. Quant à l'or, la demande structurelle des banques centrales reste proche des plus hauts depuis Bretton Woods. Autre information fondamentale, à aucun moment elle ne parle de crash. Donc pas de panique, ne revendez pas maintenant. Le timing de l'éclatement d'une bulle est pratiquement impossible à prévoir. On l'a encore vu récemment avec Mike Burry ou d'autres investisseurs value qui se sont précipités dans leur pari baissier. Le mieux est encore de garder un œil sur les marchés et de surveiller les communications de la BRI comme vous surveillez celles de la Fed ou de la BCE, facilement, gratuitement, en vous abonnant à la chaîne et en vous inscrivant à la newsletter. Mais avant de nous quitter, ne manquez pas l'opportunité de lever des millions de dollars et de vous donner les moyens de votre ambition en levant des fonds via Start Engine. Le lien est en description.